Bonsoir. Alors, on a amené quelques slides qui devraient apparaître J'aurais dû le bientôt. placer peut-être. J'aurais dû le placer. Voilà. D'accord. Bonsoir à tous. Je vais vous parler de ce que nous faisons dans notre entreprise. Je suis Paul Benoît, je suis président fondateur de Carnot Computing, une jeune entreprise qui a été créée en 2010. Et je vais vous parler de machines, de thermodynamique, d'informatique, de feu, d'octets. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça et qu'est-ce que nous souhaitons atteindre dans quelques années. Donc tout d'abord, je voudrais expliquer pourquoi on s'appelle Carnot Computing. On s'appelle Carnot Computing en hommage à un personnage très important dans notre histoire scientifique et industrielle, c'est Sadi Carnot. Sadi Carnot qui est quelqu'un qui a vécu 36 ans seulement, qui a publié un seul livre, mais qui a changé à peu près toute l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc c'est une grande famille. Son père a participé à la Révolution française. Il s'intéressait déjà aux machines et il a enseigné tout cela à son fils. Et son fils a théorisé les machines thermiques. Donc il appelait ça les machines à feu. Et ça a été le début d'une révolution qui ne s'arrêtera jamais suite à son travail. Donc, grâce et à cause de Carnot, il y a tout ce que vous voyez ici qui est arrivé. Donc le moteur est arrivé grâce à lui, il a été théorisé, amélioré. Donc on est passé de l'agriculture manuelle avec traction animale à des machines à vapeur, donc les locomotives, ensuite les moteurs à explosion, ce que nous connaissons aujourd'hui, les moteurs électriques, etc. Aujourd'hui, et tout ça, on peut lui attribuer. Et beaucoup de gens considèrent que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Il y a eu une autre évolution qui a eu lieu en parallèle et qui a peut-être commencé même avant, c'est la révolution informatique. Parce qu'on peut considérer qu'elle a commencé avec le boulier. On va essayer de montrer que l'information, c'est quelque chose qui concerne l'énergie. Pour avoir de l'information, il nous faut de l'énergie. Donc ça a commencé, on va dire, avec le boulier. Mais alors après, il y a eu des machines assez intéressantes. Sous le règne de Louis XV, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Vaucanson qui a fait un automate, un canard en fait, qui était animé de manière automatique, et ça plaisait beaucoup dans les salons mondains. Et donc, comme on peut le voir ici, en fait, c'était un canard qui était animé avec des roues dentées, donc avec une sorte de programme informatique. Et ça, dans les salons, ça faisait rêver tout le monde. Ça faisait rêver tellement tout le monde qu'il y a quelqu'un, quelques années plus tard, quelque part un bidouilleur, un hacker de l'époque, qui s'appelait Jacquard et qui a inventé le métier Jacquard qu'on voit juste à côté, qui était tout simplement une machine à tisser programmable. Et en fait, Jacquard était fasciné par la machine qu'avait créée Vaucanson et donc avait appliqué la même chose au métier Jacquard. Et après, ça continue. Au début du 19e siècle, il y a un Anglais qui s'appelait Babbage, Charles Babbage, qui voulait inventer la machine à calculer et qui s'est inspiré, lui, du métier Jacquard. Et quand il a vu le système de cartes perforées, il s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec ça. Et il a inventé et fabriqué surtout, inventer c'est une chose, fabriquer c'est autre chose, une machine à calculer qui s'appuyait sur les mêmes principes. Donc ça, c'est l'histoire un peu ancienne de l'informatique, et après ça s'est accéléré avec la Seconde Guerre mondiale principalement, quand on a voulu décoder les codes allemands avec la machine Enigma. Et puis ensuite, il y a eu l'apparition des transistors, et ensuite il y a ce que nous connaissons aujourd'hui, les énormes centres de données qui cumulent des milliers d'ordinateurs. Et puis il y a tous les téléphones portables aujourd'hui qu'on a tous dans nos poches, mais ce qui est important, c'est de garder en tête que tout ça, ce sont des machines. Aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'un ordinateur, ça ne fait pas de bruit, c'est quelque chose qui est complètement éthéré, qu'Internet, ça fonctionne tout seul, alors que pas du tout. Derrière tout ça, il y a toujours des machines. Donc derrière les machines, il y a de l'énergie. Et ce que Carnot avait... L'intuition géniale de Carnot, c'était de dire, bon, l'énergie, ça se conserve. Donc par exemple, je prends du pétrole, je le brûle, ça finit en chaleur, c'est la même quantité d'énergie, mais il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue toujours. Alors il a appelé ça l'entropie, beaucoup de gens ont essayé de la caractériser longtemps, et tout le monde considère qu'il a eu une intuition géniale, parce qu'il a vraiment sorti quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui croît, et dont on n'arrivait pas vraiment, qu'on n'arrivait pas vraiment à mesurer. Aujourd'hui, maintenant, on le connaît bien.
Donc l'entropie, quelque part, c'est l'ordre et le désordre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dégrade toujours, c'est l'ordre. Donc là, je vais vous présenter deux machines, la machine la plus bête et la machine la plus intelligente qu'on connaisse aujourd'hui. Donc la machine la plus bête, c'est la résistance électrique. Donc dans la résistance électrique, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'électricité, c'est quelque chose qui coûte très cher à fabriquer, c'est quelque chose qui est très rare, très précieux. Et on brûle tout ça dans une résistance électrique et ça produit de la chaleur. C'est ce qu'on a dans nos radiateurs électriques. Donc c'est vraiment la façon certainement la plus idiote de consommer de l'énergie. Et en face de ça, vous avez la machine qui est certainement la plus évoluée qu'on connaisse aujourd'hui. Et j'insiste sur le mot machine, c'est le processeur, ce que vous avez dans tous vos ordinateurs, dans tous vos téléphones portables, bientôt dans tous les objets connectés que vous allez avoir dans la vie quotidienne. C'est le processeur. Le processeur, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme de l'électricité, on l'alimente avec de l'électricité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il traite des données. C'est-à-dire qu'on lui donne des données, il travaille dessus, et puis il sort des données. Et toute l'électricité que vous allez lui donner, elle va partir en chaleur. Donc, quelque part, ça fait la même chose, mais avec les données que vous avez traitées, vous avez créé énormément de valeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'un ordinateur, ça s'appelle un ordinateur, parce qu'on crée de l'ordre dans les données. Donc on crée du désordre au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'on part d'une énergie très noble, très ordonnée de l'électricité, on termine sur de la chaleur qui est quelque chose de désordonné, mais on a créé de l'ordre quelque part, et ça vaut beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on a conçu le radiateur numérique, qui est quelque part la fusion entre un ordinateur et un radiateur. Donc en fait, à l'intérieur, on a tout simplement remplacé les résistances électriques par des ordinateurs très puissants. Ça nous permet en fait de produire la chaleur exactement comme un radiateur électrique, mais entre-temps, on fait une opération qui est très intéressante pour faire du calcul intensif. Donc ça, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui. Donc ça, c'est une idée qui était apparue à travers mon expérience professionnelle, parce que j'utilisais beaucoup d'ordinateurs dans mon quotidien. Et j'avais un petit dada qui était de faire des machines qui ne font aucun bruit. Et donc l'idée, c'est de fusionner les deux et de pouvoir se chauffer avec des ordinateurs. Donc aujourd'hui, 3 ans plus tard, on déploie 300 radiateurs. Ça, c'est l'appartement d'un de mes collègues qui est chauffé intégralement avec ça. Il m'a confirmé tout à l'heure qu'il était en t-shirt. Donc il se chauffe avec des calculs qui ne sont pas faits par lui, mais par des entreprises, par des PME, par des centres de recherche, qui font des calculs sur plein de choses diverses et variées, et ça lui permet d'être chauffé gratuitement. Alors pourquoi gratuitement? Parce qu'on lui rembourse intégralement l'électricité consommée par ce système, parce que forcément cette énergie, cette puissance informatique, on la vend à des entreprises parce que ça a beaucoup de valeur. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a l'idée et créer une entreprise, c'est deux choses différentes. Il faut qu'il y ait une raison économique pour créer une entreprise. La situation actuelle, c'est qu'il y a 500 000 data centers dans le monde, des centres de données qui font des calculs. Alors, ils ne font pas que des calculs, mais en grande partie, ils font des calculs. Il y en a de plus en plus. Ils consomment 2% de l'électricité mondiale aujourd'hui. 2%, c'est colossal, parce que tous les 5 ans, ça double. Et il y a la moitié de cette électricité qui sert à refroidir ces machines. Donc c'est complètement absurde. D'un côté, vous consommez de l'électricité, ça chauffe, on met des climatiseurs pour refroidir tout ça, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui n'arrivent pas à se chauffer. D'où l'idée du radiateur numérique. Alors à quoi ça sert tout ça? Ça sert à faire du calcul intensif, ça sert à faire plein de choses en informatique, mais ça ouvre des perspectives gigantesques. Il y a des choses qui sont très connues aujourd'hui, c'est très utilisé dans les banques pour faire des analyses de risques, qui ne font pas toujours très bien, mais qu'ils font au mieux, et ils doivent faire de plus en plus de contrôles. Mais c'est aussi utilisé dans le dessin animé. Aujourd'hui, dans le monde du dessin animé, on consomme de plus en plus de calculs. On s'en sert pour simuler des protéines. Aujourd'hui, on fait déjà des calculs pour aider à vaincre la mucoviscidose, c'est-à-dire à simuler des protéines pour essayer de trouver des bonnes conformations de protéines. Ça sert dans beaucoup de domaines. Alors, cette entreprise, on l'a créée pour démocratiser la puissance de calcul. C'est vrai que quand on s'est présenté au départ, on présente toujours l'aspect écologique. L'écologie, c'est très à la mode. C'est vrai, c'est très important, c'est même primordial. Mais c'est avant tout économique. En fait, quand on est économe, on est écologique. Et quand on est économe, on est moins cher. Et quand on est moins cher, on intéresse des gens. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de dire l'écologie sans décroissance. Notre objectif, ce n'est pas en soi l'écologie, c'est de pouvoir faire plus de puissance de calcul pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Il y en a surtout pour les grandes entreprises, il n'y en a pas assez pour les PME, il n'y en a pas du tout pour les particuliers. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'écologie, c'est une conséquence. L'autre point, c'est
sur le thème le progrès c'est nous. Le progrès c'est nous, c'est un nous collectif. C'est-à-dire que c'est Babbage, c'est Vaucanson, c'est Carnot, c'est des gens comme Steve Wozniak, des gens qui ne sont pas forcément du grand public et qui participent au progrès. Le progrès, c'est quelque chose, on dit souvent on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, mais ça ne se décrète pas non plus. Alors, nous, on travaille sur une technologie qui nous fait tous rêver, les informaticiens, les hackers, c'est-à-dire on rêve d'avoir plus de puissance informatique. L'informatique est née il y a une quarantaine d'années, il y a eu des progrès fulgurants et on se dit que ça serait trop dommage d'arrêter parce qu'on n'a plus d'énergie et qu'on l'utilise bêtement. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous.